Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de cours de philosophie réaliste à l'école du père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Je suis en philosophie politique et je voudrais aborder une petite vertu qui n'est pas du tout connue et qui pourtant est essentielle. Saint Thomas d'Aquin en traite dans la Secunda Secundae de sa somme de théologie et il l'appelle l'épikie. E-P-I-K-I-E. Le mot vient du grec, évidemment. En fait, il s'agit de cette vertu qui, avec intelligence et justice, va appliquer concrètement, dans le domaine de l'humain, les lois. Donc il s'agit en fait d'une vertu de celui qui exécute les lois, le pouvoir exécutif principalement. Seulement, on va le voir, cette vertu, l'épikie, eh bien, elle s'applique à tous les domaines où il y a humain et où il y a application de règlements, de lois, etc. Cependant, attention, je parle bien de domaines où il y a humain. À savoir que, par exemple, dans le domaine de la technologie, par exemple, prenons, je dirais, un mécanicien en avionique qui a un règlement, une espèce de règle pour appliquer des procédures pour démonter un moteur d'avion. Il n'y a pas d'épikie à ce moment-là. Il peut certes y avoir une sorte de, entre guillemets, prudence du technicien. S'il voit que certaines règles, certaines procédures ne sont pas cohérentes. Mais en général, dans le domaine où c'est très précis, où lui-même ne connaît pas les matériaux qu'il a à changer, il faut qu'il applique techniquement, matériellement, un par un, comme une checklist, la procédure qui lui est indiquée. Donc je parle bien d'un domaine qui ne concerne pas ces choses, qui ne font pas dans l'à peu près, mais qui concerne l'humain. Parce qu'en effet, le domaine de la technique, l'ingénierie par exemple, eh bien c'est un domaine qui fonctionne avec l'outil mathématique. Il n'y a pas de probabilité. La résistance d'un matériau, c'est la résistance d'un matériau. Par contre, un être humain, c'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir. Un être humain, c'est la souplesse même de la vie. Et donc on voit bien que dans le domaine de la vie humaine, il y a une prudence, une intelligence dans l'application de la justice, du droit, dont je vais parler maintenant. Alors, puisque j'ai dit que l'épikie s'applique à tous les domaines où il y a humain et où il y a règles dans la vie humaine, eh bien, je voudrais prendre quelques exemples dans ce qui est fondamental dans le domaine, je dirais, de la philosophie politique, à savoir le domaine de la famille. Par exemple, pour comprendre ce que c'est que l'épikie, imaginons un père de famille qui, lors, je dirais, du deuxième âge, entre guillemets, de son enfant, c'est-à-dire l'âge où il peut faire des caprices, où il faut poser quelques règles. Imaginons que ce père impose comme règle, par exemple, qu'on ne se lève pas de table, qu'on reste jusqu'à ce qu'il y ait l'autorisation de se lever de table, qu'on mange un peu de tout, et de choses comme cela. Et imaginons que, à l'occasion, par exemple, d'un repas, il y ait un aliment particulier qu'on met pour la première fois et auquel l'enfant est physiquement allergique, il se révèle physiquement allergique. On voit bien que dans ce cas particulier qui n'était pas prévu par le règlement général était très bien, on posait des règles pour provoquer petit à petit une mise en place de l'éducation de l'enfant. Imaginons que dans ce cas-là, le père ne possède pas l'épikie, donc cette vertu qui s'adapte à quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir, et qu'il force son enfant à manger un peu, raisonnablement, de cet aliment dont il est allergique. Et puis qu'il maintienne la règle. Pourtant, des boutons, des plaques rouges sont apparus, il maintient la règle. Eh bien, on voit bien que, en fait, il manque de prudence et aussi de justice dans l'application de la loi. Ce père n'est pas intelligent, n'est pas non plus juste. Et s'il pousse les choses très loin, qu'il continue au repas suivant, en prétextant que c'est un caprice alors qu'il voit bien les plaques d'allergie, de forcer son enfant à manger cet aliment qui le rend allergique, évidemment, on tombe dans une maltraitance d'enfant. Donc on voit bien
face au domaine de l'humain, tout de suite, il y a une certaine souplesse qui est du bon sens dans l'exemple que j'ai donné. De même, je prenais la règle, par exemple, on ne se lève pas de table. Et imaginons que tout d'un coup, sous la table, il y a un serpent. La règle, évidemment, immédiatement, elle saute et tout le monde se lève de table en urgence. Voilà les pikis. Eh bien, cet exemple de bon sens, il faut simplement l'élargir et l'appliquer à tous les niveaux des communautés humaines, communautés de travail, cités, États, et même, je dirais, au niveau du mondialisme. Le problème, et c'est ce qu'on va voir, c'est que, connaissant l'être humain tel qu'il fonctionne, eh bien, le rapport entre la loi qui est écrite, qui donne, je dirais, des normes particulières, et d'autre part, cette prudence, eh bien, il ne peut pas être fait n'importe comment. C'est pourquoi l'épiki est une vertu, et comme toutes les vertus, elle est dans un juste milieu. Ça veut dire que elle tient compte d'une loi qui est écrite par le législateur, et en même temps, elle garde l'intelligence du terrain parce que le législateur ne peut pas tout prévoir. Alors, je voudrais montrer quelques exemples. Prenons un domaine administratif pur. Par exemple, sur une route, une voiture est prise par un radar qui prend les vitesses à 180 km/h sur une route qui est bloquée à 90 km/h. Donc la plaque d'immatriculation est bien nettement prise en photo et on envoie l'amende à la personne qui est responsable de ça avec des retraits de points. Or, il s'avère que la plaque d'immatriculation en question correspond à un tracteur agricole qui ne peut pas faire plus que du 30 km/h. Normalement, dans une situation comme ça, le bon sens, donc l'épiki, consisterait à ce que le fonctionnaire, à qui, évidemment, celui qui a reçu l'amende vient d'écrire, dise « Mais évidemment, c'est une plaque falsifiée. Je retire immédiatement l'amende. Et je porte plainte, je dépose une plainte, par exemple, un signalement sur quelqu'un qui utilise une fausse plaque d'immatriculation, etc. Il faut regarder la photo, est-ce qu'on voit son visage, et tout cela. » Ça, c'est l'exercice de l'épiki. Et puis parfois, pour éviter des passe-droits, qui peuvent être très fréquents dans ce domaine des amendes de circulation, le législateur, il empêche que des fonctionnaires prennent de telles initiatives. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met un règlement très strict en disant que dès qu'il y a photo avec l'immatriculation, l'amende est automatique, c'est informatisé. Donc on chinte l'aspect humain, donc l'aspect de l'intelligence. Et on peut voir parfois, pendant 3-4 ans, durer jusque des mises en demeure, des risques de saisie d'huissier, ce PV qui doit être payé par ce malheureux possesseur d'un tracteur. Le problème, c'est que cet exemple manifeste, je dirais, la difficulté pour le législateur. S'il donne à ses fonctionnaires une véritable directive pour appliquer l'épiki, donc cette prudence, connaissant ce que c'est que l'être humain, bien le fonctionnaire de terrain va essayer de se procurer par exemple les PV de ceux qu'il aime dans sa famille et de les faire sauter. C'est ce qui s'est passé pendant des années en France, en Belgique, dans les pays occidentaux. Donc pour éviter cela, exercice falsifié de l'épiki, ça ne devient plus une vertu de prudence, mais ça devient une piste de corruption. Qu'est-ce que fait le législateur? Eh bien, il informatise tout cela et ça se fait automatiquement. Donc les règles sont appliquées froidement, bêtement, mécaniquement, comme j'en parlais tout à l'heure, au niveau de la réparation d'un avion, par exemple. Et le problème, c'est que le réel, lui, ne peut pas s'adapter à l'informatique. Le réel humain, il est souple. Et donc, dans un cas comme cela, on est bien embêté, évidemment. Donc, qu'est-ce que va faire le législateur pour éviter les deux risques? Il va essayer de trouver une solution. Et la solution, c'est par exemple un médiateur de la République, ça veut dire des fonctionnaires centralisés à un endroit, qui reçoivent directement les plaintes de ceux qui sont dans des cas aussi kafkaïens, et qui va les traiter, qui lui a le pouvoir d'appliquer l'épiki. Eh bien, cet exemple montre comment la vertu d'épiki est véritablement une vertu. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être exercée par une personne qui n'est pas vertueuse. Et c'est le problème des États qui ont des milliers, des dizaines de milliers de fonctionnaires. Parmi eux,
Certains ne sont pas vertueux. Et donc pour contourner l'obstacle, des passe-droits, du népotisme, ça veut dire de favoriser ceux qui sont de sa famille, eh bien, les États occidentaux ont petit à petit mis des règles qui n'étaient pas soumises à l'épiki, qui étaient appliquées matériellement. Le problème, c'est que le système a marché dans des pays à peu près honnêtes et qu'on a vu, à un moment donné, les législateurs, donc l'Assemblée nationale par exemple, multiplier les multiplier de manière effrayante. Pourquoi ? Parce qu'ils essayaient de s'adapter à tous les cas possibles. Il fallait éviter la corruption, donc l'épiki, une mauvaise épiki du côté des fonctionnaires, et du coup, la loi devait petit à petit essayer de penser à tous les cas possibles, chose qui est impossible. Parce que la vie humaine, elle échappe complètement à tout ce qui peut être écrit. Il y a des cas absolument imprévisibles. Alors le législateur s'est essayé à ces centres de médiation, chargés par des hommes vertueux, un petit nombre, d'appliquer cette prudence et cette justice dans l'application des règles. Alors, maintenant, question que je dois poser, l'épiki fait-elle partie de la vertu de prudence ? Donc a-t-elle rapport avec l'intelligence qui gère la vie humaine ? Ou fait-elle partie de la vertu de justice ? C'est-à-dire qu'elle fait partie de la volonté qui applique le droit, ce qui est juste, et en domaine politique, qui cherche le bien commun à tout le peuple. Eh bien, je dirais que elle est fondamentalement une vertu de la justice. Ça veut dire qu'en fait, elle applique concrètement sur le terrain. Elle n'est pas seulement une réflexion prudentielle, même si, on le voit, elle est inséparable de la vertu de prudence. C'est parce que l'intelligence réfléchit que dans ce cas-là, il y a injustice, que la volonté, sur le terrain, va appliquer au mieux ce qui est juste. Donc elle s'appuie sur la prudence, et son siège est bien la volonté. C'est donc une partie de la vertu de justice, vertu cardinale, dont nous avons parlé dans les cours de philosophie morale. Comme elle est une partie de la justice, là où on la voit le mieux s'appliquer, le plus nécessairement, c'est justement au niveau des tribunaux civils et pénaux. Donc ceux qui appliquent les peines, je dirais, ou parfois les amendes dans les litiges. En effet, au niveau des tribunaux, on n'est pas dans des cas, on est véritablement dans de l'humain. Si bien que les juges, eh bien, on leur demande sans cesse d'appliquer le droit avec une certaine souplesse. Par exemple, pour un crime, je vais dire, mettons, comment dirais-je, un viol. C'est typiquement un crime. Eh bien, la peine pourra être jusqu'à 30 ans de prison. C'est le cas actuellement en France. Et le législateur, ou plutôt non, le juge, lui, devra appliquer dans son procès d'assises cette peine, plus ou moins, en fonction des circonstances. Donc qu'est-ce qu'il fera ? D'abord, il présentera le coupable, puis on regardera les faits et les circonstances. Si c'est la première fois qu'il y a eu viol, c'est pas pareil que s'il y a eu viol, récidive, prison auparavant, et d'autre part, éventuellement, acte de sadisme, de barbarie. Donc, le juge appliquera sa peine en fonction d'une échelle qu'il essaiera de regarder chez les autres juges et en fonction de ces circonstances que je viens d'indiquer. La peine maximale, 30 ans, eh bien, elle sera appliquée à ceux dont il estime que véritablement il y a préméditation, il y a ruse et il y a sans doute incapacité à se réformer. Ça veut dire que le juge regardera non seulement la protection de la société, mais dans son épiki, il regardera aussi la possibilité pour que le criminel puisse éventuellement s'amender. Tout le problème dans cet exemple, c'est que, après mai 68, on a vu se multiplier des juges qui étaient excessivement miséricordieux. Ça veut dire qu'ils regardaient presque exclusivement la possibilité du criminel de s'amender et qui ne regardaient pratiquement plus les victimes et la possibilité de récidive. Du coup, cet épiki
aboutissant à des choses injustes, insupportables par le peuple. Par exemple, un violeur, déjà récidiviste, qui était remis dehors, non pas au bout de sa peine, de 30 ans mettons, mais au bout de 15 ans, et qui recommençait, et qui cette fois éventuellement violait et assassinait une jeune fille, devant des choses insupportables par les citoyens, eh bien le législateur a essayé de diminuer la capacité des juges à appliquer les piquis, donc en mettant par exemple pour des récidivistes des peines obligatoires. Et si la peine obligatoire en cas de récidive légale n'était pas appliquée, eh bien il fallait que le juge justifie par écrit pourquoi il ne le faisait pas. Ce qui compliquait son travail et ce qui l'obligeait à motiver son jugement. Donc on voit aussi que même dans le domaine profondément humain des procès civils et pénaux, eh bien l'épiquie doit être dans un juste milieu entre la règle d'un côté, qui dit le droit, et de l'autre côté, le regard sur l'humain, qui applique la règle avec justice et prudence. On voit la difficulté du problème. Et donc, partout, chez ceux qui je dirais, sont chargés de faire les lois et de les appliquer, il y a eu des débats sur cette vertu, bien qu'elle ne soit pas nommée puisque le terme grec est très peu connu. On peut dire que deux camps se sont fait connaître. Ceux qui penchent plutôt pour le fait que la loi doit être appliquée comme elle est. Dura lex, sed lex. C'est un proverbe latin et ça montre bien que même à l'époque de l'Empire romain, il y avait ces problèmes qui se posaient. Ça veut dire la loi est dure, mais c'est la loi, on l'applique, nul n'est censé ignorer la loi, et donc c'est comme ça. Seulement, cette façon de concevoir l'application de la loi, on le sait, a provoqué, par exemple, si on regarde de manière humoristique les bandes dessinées, ce qu'on appelle les 12 travaux d'Astérix, dont l'un des travaux, je dirais, les plus profonds, consiste à aller chercher un formulaire dans un bureau de l'administration romaine, le formulaire E242, et c'est absolument terrible parce qu'on le renvoie au bureau un tel qui doit d'abord se procurer le formulaire un tel, etc. Donc la règle appliquée comme ça, matériellement, ça pose problème. Résultat, il y a une autre école qui dit que l'épiquie doit intervenir partout, qu'il faut former des fonctionnaires de plus en plus intelligents, pour qu'ils sachent, je dirais, en fonction du bien commun, appliquer dans tous les domaines où il y a règlement, où il y a loi, cette prudence et cette justice. Le problème, l'inconvénient de cette deuxième école, c'est que si on applique les choses comme cela, je l'ai dit tout à l'heure, on tombe sur toute la possibilité que des petits fonctionnaires manquant d'épiquie s'en servent de cette loi pour favoriser leurs copains. Conclusion, que faire? Qu'est-ce que peut dire le philosophe? Eh bien, le philosophe ne peut dire que ceci. D'abord, l'application de l'épiquie dépend de la mentalité du peuple en question, du groupe humain en question. Prenons par exemple un peuple comme le peuple grec, qui depuis, je dirais, plusieurs centaines d'années, le peuple grec moderne, contemporain, est habitué à fonctionner, je dirais, par toutes les ruses possibles pour favoriser sa famille, est habitué à se débrouiller dans la vie, à contourner les règlements, au point qu'il n'y a pas, par exemple, de cadastre qui montre exactement où sont les propriétés. La plupart des transactions commerciales se font au noir. Et bien dans un peuple comme ça, qui a pris de mauvaises habitudes pendant très longtemps, je dirais que ce qui est positif, ce que devrait faire le législateur, c'est plutôt, petit à petit, parce que c'est pas facile, d'imposer une loi qui s'applique techniquement pour petit à petit habituer les nouvelles générations à écouter la règle et à sortir un peu de cette façon de se débrouiller. On sait en effet que pour le bien commun, lorsqu'il n'y a que des brouillardises et que les impôts ne rentrent pas, le pays finit par entrer en ruine. Il y a un excès du côté, je dirais, du côté de la non-observation de la loi. A l'inverse, si on prend des peuples germaniques, très très vertueux
ayant par exemple comme mentalité un règlement de type calviniste, donc extrêmement précis, rigoureux. Eh bien, le législateur, confronté aux inconvénients dans ce peuple, à savoir parfois des décisions complètement aberrantes par rapport à un cas particulier, devrait pouvoir insister sur la nécessité de l'épiquie, donc que les fonctionnaires soient intelligents dans certains cas particuliers. Mais évidemment, de le faire avec prudence, pour ne pas qu'on tombe dans l'autre travers que j'avais indiqué tout à l'heure, à savoir que l'être humain est partout le même. Donc une épiquie modérée, mais la nécessité d'une épiquie. Finalement, ce débat, c'est le débat perpétuel entre yin et yang, entre règles, autorité, et d'autre part, souplesse, spontanéité. Il n'y a rien de plus humain. Ça date du fond même de la nature humaine, on pourrait dire cette chose-là. Parce que l'épiquie est une vertu morale, politique, qui vise le juste milieu, on peut dire que jamais on ne peut en être satisfait. Que sans cesse, je dirais, celui qui regarde le bien commun depuis le haut est obligé de revenir à cette vertu. Prenons des exemples actuels. En 2013, au moment où je fais cette vidéo, les pays occidentaux, la France par exemple, ont tendance actuellement à entrer dans une inflation législative de règlements, de lois, de circulaires, etc. Au point que, par exemple, même dans le bâtiment, les normes sont tellement précises que pratiquement, je dirais, pour construire une maison, il faut 600 pages de normes. Ça devient, je dirais, presque insupportable. Fort heureusement, dans un peuple comme le peuple français qui n'aime pas trop ces excès, eh bien, je dirais que sur le terrain, beaucoup se débrouillent. Mais lorsqu'il y a une malfaçon, eh bien, les professionnels, eux, se voient imposer la loi et condamnés à de lourdes amendes, ce qui fait que les entreprises ont de vrais problèmes parfois pour appliquer cet excès de règlement. Les règlements se posent un petit peu partout, et on voit bien l'intérêt. L'intérêt, c'est justement que le peuple français étant un peuple latin, un peu souple, un peu trop adepte d'une épiquie au sens péjoratif du terme, pour les petits intérêts privés, eh bien le législateur essaye d'augmenter les règlements. Il tombe donc dans un travers qui transforme le pays en un pays lourd administrativement, de moins en moins gérable, et qui finit par perdre sa capacité d'énergie, d'innovation. Résultat, étant bien conscient de cela, souvent les législateurs suivants essayent de simplifier les lois, d'enlever les redondances, de réécrire les codes. Seulement, ils n'y arrivent pas, parce que des armées de fonctionnaires sont là, qui empêchent les choses. À chaque fois qu'un pays est tombé dans une inflation comme ça qui l'enserrait dans son initiative, on a constaté qu'il arrivait une sorte d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, on connaît la légende. On lui avait dit « Tu régneras sur la Grèce si tu arrives à défaire ce nœud ». Le fameux nœud de Gordien, un nœud extraordinaire, un nœud qui empêchait d'entrer dans une ville. Donc il regarda le nœud, ce nœud gigantesque. Il prit son glaive et il le trancha d'un coup. Eh bien cette parabole, elle illustre bien ce qui se passe à un moment donné quand un pays n'arrive pas à se sortir de son règlement. Quelqu'un tranche le nœud. C'est un petit peu ce qui se passa aussi à l'époque de Napoléon Ier. Napoléon Ier dirigeait tout et il prit des décisions simples, précises et efficaces. Par exemple, faire composer le code civil, un code précis, rédigé par un ou deux ou trois auteurs, et qui n'ait pas de redondance. Eh bien cela marcha, et ce code civil, qu'il imposa à toute l'Europe après par ses conquêtes, fut conservé. Et malheureusement, ensuite, des couches géologiques perpétuelles par les générations s'établirent par-dessus, ce qui finit par rendre ce code Napoléon de moins en moins efficace. Et donc ce que je veux indiquer par là, c'est que l'épiquie est une vertu absolument fondamentale au niveau politique. Que si jamais elle n'est pas toujours gardée en vue, eh bien les choses tournent mal. Les gouvernements, comme les démocraties, finissent très souvent en tyrannie,
Parce qu'à force de vouloir soumettre tout à des lois, pour éviter justement je dirais, le bon vouloir du fonctionnaire de terrain, eh bien le pays se met des chaînes insupportables à porter. Et donc toutes les démocraties, historiquement, ont fini dans l'Empire. Donc un gouvernement simple, efficace, mais avec le risque que j'indiquais tout à l'heure, un gouvernement qui peut devenir tyrannique. Alors je voudrais, pour conclure, manifester, d'un point de vue cette fois civilisationnel, à quel point cette vertu est de toujours. Je voudrais manifester comment dans la culture judéo-chrétienne, les choses se sont passées. À la base de la culture judéo-chrétienne, il y a le judaïsme et la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est une loi précise, qui essaye de prendre déjà, pour l'époque, peut-être, je dirais, 1200, 1300 avant Jésus-Christ, qui essaye de prendre le maximum de cas. Il y a donc dans sa loi des préceptes moraux, donc qui là sont par définition souples et adaptés à l'être humain, mais il y a aussi des préceptes cérémoniels, donc des rites à appliquer, et des préceptes judiciaires, donc des codes de loi. Évidemment, Moïse n'a pas l'expérience, et donc il applique les lois comme il le fait, comme on peut le faire à une époque où il n'y a pas encore l'expérience de codes de loi et des inconvénients qu'ils peuvent poser, au point que ses disciples, ceux qui l'entourent, lui disent « Tu devrais déléguer parfois, ne décide pas tout seul ». Toujours est-il que parce qu'il faut produire un texte, eh bien Moïse le produit, et ce texte met en place certaines peines particulières pour des fautes commises. Par exemple, lorsqu'il doit y avoir accusation et condamnation, eh bien, avec bon sens, il demande qu'il y ait plusieurs témoins, que le témoignage d'une seule personne ne soit pas reconnu, mais qu'il faille 3 témoins. La règle, elle est imposée. Seulement, évidemment, après la mort de Moïse, eh bien cette règle, qui au départ part d'une bonne intention, deviendra une règle presque marquée dans le marbre, à savoir définitive. Or, la réalité humaine, elle n'est pas comme ça. Il peut y avoir des fois où un seul témoin dit la vérité. Il peut y avoir des fois où 3 témoins mentent. Et donc, un peu plus tard, dans la Bible, voilà ce qui se passe. 3 vieillards qui se promenaient dans un parc repèrent une jeune femme magnifique et décident de coucher avec elle. C'est l'histoire de Suzanne dans le livre de Daniel. Or, elle est une femme vertueuse. Résultat, elle est prise au piège, elle refuse, et ils lui disent « Si tu cries ou si tu parles, nous témoignerons que tu as couché avec un amant qui s'est enfui. » Suzanne décide de crier. Et donc les 3 vieillards, qui sont en plus des juges, décident de témoigner ensemble, unanimement, en disant « Cette femme était avec son amant, un jeune homme qui s'est enfui, nous avons voulu l'attraper, etc. » Si on applique la loi de Moïse, sans épiquie, cette femme est condamnée à mort. Et c'est ce que dit le livre de Daniel. Les gens étaient là et ils pleuraient, parce qu'ils savaient très bien que cette femme était vertueuse. Fort heureusement, dit la Bible, Dieu éveilla l'esprit d'un jeune homme appelé Daniel qui se mit à crier « Je suis innocent du sang de cette femme !» Alors les gens l'écoutèrent, c'était un tout jeune homme, peut-être 15 ans. Et alors, ils décidèrent, alors que la femme devait être lapidée, de la ramener et d'interroger les 3 vieillards. Et simplement, avec son bon sens, ce jeune homme décida de les séparer et de les interroger un par un. Sous quel arbre ils avaient vu la femme coucher avec son amant? À quel endroit précis du parc? Des tas de questions posées aux 3 et qui évidemment se contredirent. Si bien que l'innocence de cette femme fut manifestée. Et donc on voit comment il est absolument nécessaire qu'il y ait épiquie. Les choses continuèrent, l'histoire du peuple juif continue, et arrive l'époque de Jésus. De nouveau, une génération est arrivée qui se sécurise en appliquant la loi techniquement, matériellement, telle que Moïse la donne, et en s'en coupant de l'esprit. Et Jésus, qui est un législateur aussi, commence à dire « La loi est faite pour l'homme, pas l'homme pour la loi ». Ça veut dire que devant un excès particulier,
eh bien, il décide de demander qu'on applique l'épiki. Cet excès, c'est un excès, je dirais, de sens de la légalité matérielle qui rend insupportable une loi. Et Jésus le manifeste par des exemples en disant « Regardez, certains appliquent la loi, donc ils donnent l'argent comme il le faut selon la loi au temple, et à côté de ça, il y a leurs vieux parents qui meurent de faim. La loi, tu aurais dû l'appliquer, mais ne pas omettre d'abord l'esprit de la loi, à savoir t'occuper de tes vieux parents que tu dois honorer et qui est un commandement fondamental. » Jésus ira tellement loin dans ce sens qu'elle est faite pour l'homme, eh bien qu'il spiritualisera la loi de Moïse. On peut dire que le code civil de Moïse, il est accompli par Jésus dans le sens spirituel. Prenons des rituels comme par exemple l'interdiction de manger du cochon. Eh bien pour Jésus, il devient l'interdiction de se comporter avec impureté. Donc ça devient non pas une loi au sens code civil, code pénal, mais une loi de l'âme, une loi spirituelle, au sens code moral profond lié à l'amour et à l'humilité. Jésus, dans le même esprit, invente une liturgie qu'il donne pour son Église et qui est une liturgie de liberté et d'amour. Il l'a fait autour d'un repas. C'est la Sainte Seine. Il prend du pain, il le rompt, il le donne à ses disciples. Et les disciples, bouleversés par l'angoisse qui émane de Jésus, puisque sa passion est proche, le mangent et il communie pour la première fois. C'est donc une liturgie inventée par Jésus. Qu'est-ce qui se passe après la résurrection de Jésus ? Eh bien, les chrétiens, les premiers chrétiens, appliquent la liturgie de Jésus. Simplement, c'est normal. Et donc, ils fondent ce qu'on appelle les agapes. La messe du dimanche est en fait un repas où toute la communauté se réunit, on amène de la nourriture, du vin, et à la fin de la messe, on procède à l'Eucharistie. Saint Paul, qui voit cette liberté, donc peut-être 15 ans après la mort de Jésus, se rend compte qu'en fait, elle manque de légalisme. La communauté étant trop nombreuse, ça tourne à n'importe quoi. Et il le dit. Certains amènent du vin, ils boivent, ils se saoulent, ils ne veulent plus partager avec les autres qui n'ont pas de bien. À un moment donné, quand on consacre l'Eucharistie, personne ne sait plus quel est le pain consacré et quel est le pain du repas qui a précédé. Ça devient n'importe quoi. Et il se met en colère en disant « Celui qui mange le pain sans discerner le pain mange sa propre condamnation. » Et c'est évident. Résultat, Saint Paul, parce qu'il voit que c'est aller trop loin dans une liberté et que l'être humain n'est pas fait pour ça, il a l'audace de réformer cette liturgie inventée par Jésus et d'instaurer la messe avec des rituels pris au judaïsme, des chœurs alternés, une cérémonie pénitentielle, une lecture, etc. Et le repas est pris à un autre moment. Cependant, il en reste quelque chose, et on le voit dans l'orthodoxie, avec le pain béni qui peut être distribué à tout le monde, mais qui est tout à fait différent de l'Eucharistie. L'Eucharistie étant célébrée dans un lieu clos, l'iconostase, pour être bien distingué du pain béni qui précède la cérémonie. Dans l'Église latine, ce sera fait autrement. Il faudra plutôt jeûner, peut-être 12 heures avant de communier, etc. Bref, une grande liberté est laissée à l'Église par l'initiative de Saint Paul. Une liberté d'instaurer des règles puisque l'Église est devenue nombreuse et qu'il en faut bien, et qui parfois fera retomber l'Église dans un manque d'épiquie, un manque de souplesse, un manque d'esprit. On peut donc dire que cette chose-là s'applique aussi à la vie spirituelle. C'est quelque chose qui est donc propre à l'homme, qui est de partout, et c'est une vertu essentielle. Voilà, je m'arrêterai là, en philosophie politique. J'espère que chacun voit bien le problème qui est posé, problème qui ne sera jamais résolu, qui est lié à l'essence même de ce qu'est l'homme.